Alors, je vous rappelle d'abord l'objectif de notre atelier. Nous sommes au cœur de notre sujet, la cohésion sociale, et nous nous posons la question de savoir comment est-ce que la dimension proximité, le territoire, peut nous permettre de nous intégrer dans cette nécessaire recherche de la cohésion sociale. Pour analyser, pour travailler les questions qui marquent notre société, de la crise des Gilets jaunes aux conséquences du confinement, et pour dépasser ce que la violence nous dit des Gilets jaunes, de leurs problèmes, ou de tous ceux aujourd'hui qui croient la violence nécessaire, la dimension locale, territoriale, permet des analyses, des témoignages, des propositions. Comment, alors que nous sommes proches les uns des autres à l'échelle d'un territoire, arrivons-nous à ne pas empêcher les communautarismes, le repli de chacun sur son groupe? Dans quelles conditions la proximité peut-elle aider à dépasser nos différences culturelles et surtout nos différences sociales? L'enjeu de la fraternité locale peut-il être, et à quelles conditions, une nouvelle perspective de consolidation sociale? Avec le soutien de l'État, on va en parler, des collectivités, elles vont être très présentes autour de notre débat, des associations qui interviendront particulièrement dans la deuxième partie, et grâce à la mutation du regard de chacun, ce qui sera notre travail de conclusion, quelle proximité pour permettre que nos environnements proches ne soient plus le terrain de la solitude, mais celui d'un dialogue qui serait une voie pour une nouvelle démocratie locale. Le bien commun, pour autant, ce mot tellement utilisé en ce moment, ne peut être la charge ou le privilège du seul État. Quels sont le rôle des différents acteurs, des autres acteurs? Et je vais donc demander au premier des intervenants, Marcel Raymond, directeur du Centre de recherche et d'action sociale, un centre de recherche et d'action sociale qui regroupe jésuites et laïcs. Je voudrais lui demander de nous témoigner de ce que le CERAS nous aide à comprendre afin de soutenir la réflexion des personnes et des groupes engagés. Juste un détail avant de lui passer la parole. Il n'est pas indifférent de noter que le CERAS, qui a été créé en plein cœur de Paris, est aujourd'hui basé à la Plaine Saint-Denis. Beau témoignage d'un rapprochement entre l'action et la réflexion. Marcel, je te passe la parole. Est-ce que tu peux réactiver ton micro? Bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un peu en essayant de respecter le temps de 15 minutes, donc ce sera très court. Donc je suis le directeur du CERAS, je suis jésuite et vous allez Marcel, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Un peu plus fort, ça va. Oui, et je t'ai donné un peu de temps, donc si tu fais 17 minutes, ce n'est pas un problème. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui. Voilà, donc je disais simplement que vous alliez entendre mon accent belge, étant donné que je suis aussi professeur de statistique à l'université de Namur. Voilà, donc le thème qui m'a été demandé, c'était de passer de l'archipel à la fraternité. Et donc, je voudrais simplement vous donner quelques indications de nos lectures, de nos contacts, de nos partenariats. Et je me base en particulier sur un numéro de la revue Projet, le numéro 374 ou 374, où nous avons travaillé sur justement le pouvoir des maires, mais surtout la communalité, disons les communes. Et voilà. Alors, premier point que je voulais signaler, je vous transmettrai le document que j'ai écrit. Le premier point, c'est à partir de la question de la globalisation et surtout du phénomène de non-reconnaissance des personnes.
on sait depuis plusieurs années que la globalisation économique et mondiale a entraîné une augmentation des inégalités, en particulier dans les zones rurales et dans les zones reculées de France, mais aussi d'Europe et d'Occident. Un chercheur américain d'origine serbe, Branko Milanovic, a démontré dans son livre Inégalité mondiale que finalement, c'est la petite classe moyenne occidentale qui a le moins profité, qui a même reculé pendant l'économie mondialisée. Et un des visages de cette crise, c'est la crise des gilets jaunes, qui nous a montré les visages de ceux qui n'en pouvaient plus, de ne pas voir reconnu leur utilité sociale. Et vous savez que le coronavirus a renforcé encore cette vision d'une France d'avant la crise, qui ne reconnaissait pas à sa juste valeur le rôle des acteurs essentiels à la vie dans la communauté, et en particulier celles et ceux du monde de la santé, mais aussi de ceux de la propreté des villes, de l'éducation, et j'en pourrais en citer encore beaucoup d'autres, ces petits métiers de l'ombre. Et dans le numéro de projet, nous avons interviewé Fred Pochet, qui est professeur de philosophie à la Cato de l'Ouest et qui est auteur du livre Le mécontentement. Il explique que finalement le registre, je dirais, ouvriériste, industriel de la domination, de l'aliénation, fait place aujourd'hui à un autre vocabulaire qui est centré sur le mal-être individuel, déprime, exclusion, burn-out, impuissance. Et mon deuxième point arrive, c'est que nous sommes de plus en plus dans une vision d'un monde fragmenté. Et cette crise de la non-reconnaissance des acteurs, elle date déjà depuis très longtemps. La société est composée de petites îles, de petits îlots, et plusieurs mouvements y ont réagi, et vous connaissez déjà l'imaginaire de Pierre Rabhi d'un monde en archipel avec des petits hameaux qui vivent selon la sobriété heureuse et une fraternité de proximité. On se souvient aussi de Small is Beautiful qui était martelé dans les années 70. D'autres mouvements, plus radicaux même, imaginent le monde peuplé de ZAD, de zones à défendre. Bon, il y a clairement un rejet des grandes institutions, une indifférence envers le monde politique et le système représentatif actuel. Chaque groupe, chaque communauté a l'air de se refermer un peu plus chaque jour sur son identité, sur ses propres combats. On peut parler des jeunes qui se battent pour le climat, des personnes âgées qui se mettent face à l'insécurité, des catholiques vis-à-vis de la laïcité, des agriculteurs qui réagissent par rapport au bashing de l'agrologie, de l'agriculture, enfin un peu partout. Et on sait que les réseaux sociaux encouragent et consolident cette impression d'un monde divisé, parcellisé, fragmenté, qui communique peu entre eux et encore moins qui désire dialoguer afin d'atteindre un objectif commun. On ne vit plus dans une maison commune, mais dans une tour composée d'appartements isolés, dont les seuls contacts sont souvent la rencontre fortuite dans l'ascenseur ou au local à poubelle. Les sociologues de la pauvreté expliquent que celle-ci est de plus en plus finement territorialisée. Habiter tel département, par exemple le 9-3, ou même habiter telle rue dans telle ville, ou même tel trottoir dans telle rue, cela peut être un marqueur de précarité. Et ce qui me fait venir au point suivant, c'est que ces contours territoriaux s'évaporent. Je cite ici Fred Pochet. Le numérique, et je pourrais rajouter moi le distanciel, provoque une mutation anthropologique des questions sociétales. On parle de l'émergence d'un empire de l'éphémère, d'une tyrannie de l'urgence, d'accélération ou encore de vitesse qui mettent à mal la démocratie. On voit bien que c'est notre rapport au temps qui est en jeu. Étrangement, dit Fred Pochet, la question du lieu semble encore peu investie. Pourtant, nous assistons actuellement à une tension paradoxale entre deux mouvements. D'une part,
un processus continuel de déterritorialisation, difficile à dire, lié à l'avènement du numérique, et de l'autre, une tendance non moins préoccupante à l'hyperterritorialisation, qui s'articule avec des logiques identitaires. On est chez nous, point d'exclamation. Or, cette contradiction sociétale vient questionner de manière radicale le rapport que chaque individu entretient aux autres, à la politique, au monde du travail et plus largement à la société. On voit bien cette tension entre le territoire qui disparaît et le territoire qui est hyper investi. Je passe au point suivant et nous avons en France le principe de liberté et d'égalité. Je voudrais simplement dire que cela forme un triangle avec le principe de fraternité. Prenons les deux principes. Comment éviter les conflits qui existent, cette tension entre une vision fragmentée de la société qui est fondée sur le principe de la liberté individuelle, nous sommes tous différents, tous uniques, et une conception grégaire, uniformisée de la société qui, elle, est marquée par la plus grande égalité de chaque membre. Nous avons tous les mêmes droits. Comment faire dialoguer les pros et les anti-masques, les libertaires et les communautaristes? Comment faire dialoguer le principe de liberté et celui d'égalité? Historiquement, ce fut le principe de la solidarité qui a joué ce pont entre la liberté et l'égalité, entre la singularité et l'universalité. Souvent, le principe de solidarité républicaine a été identifié à l'intérêt général, au plus grand bien, pris dans un sens très concret. Nous allons donc avoir un consensus social où chacun va pouvoir en profiter. Maintenant, il y a toujours des gens qui restent sur le côté du chemin. Nous pouvons parler ici d'une fraternité froide, une fraternité qui vient par les impôts ou qui vient par le travail de la bienveillance, de la charité chrétienne, disons, enfin de la solidarité amicale. Mais sans vouloir être exclusif, l'encyclique Fratelli Tutti, qui souligne très fortement cette tension entre le local et l'universel, entre le particulier et la communauté humaine dans son ensemble, avec un principe, une tension entre ouverture et fermeture, entre attention au prochain de proximité et l'attention au prochain universel. Cette tension est si forte qu'il a fallu, en France, un jugement de la Cour constitutionnelle, je vous le rappelle, pour réaffirmer que le principe de fraternité est dans l'ADN de la nation française. On ne peut pas arbitrairement le limiter, tout comme on ne peut pas limiter la liberté ou l'égalité. Et je termine par deux petites, par Fratelli Tutti. Est-ce qu'il faut parler de fraternité ou de solidarité? Le cœur de la question est simple. Qui est mon prochain? Ou plutôt, qui est mon frère? La différence entre fraternité et solidarité, je pense, se trouve dans qui décide. La solidarité est décidée par celui qui se fait solidaire. Il y a bien le délit de non-assistance à personne en danger, mais on peut choisir ses pauvres, on peut choisir ses étrangers, mais on ne choisit pas sa famille. La fraternité est d'abord un donné, un état de fait non volontaire. Mais ce qui est intéressant avec le mot fraternité, c'est qu'il est en même temps enraciné dans un territoire, dans un lieu, dans une histoire généalogique. Si nous nous claquemurons dans notre îlot, dans notre forteresse, dans notre famille identitaire, nous savons que nous allons mourir, car on le sait, la vie est métissage. Et comme dit le pape François, l'amour est sorti, il est extase, c'est l'accueil de l'enfant. Il faut donc ne pas choisir ces solidarités et ces fraternités. Nous devons d'abord mettre l'amour fraternel. Et c'est ce qui est sublime dans l'amour fraternel, c'est que l'on peut se réjouir du succès de son frère, de sa sœur, où on peut compatir et se battre de la souffrance de sa sœur et de son frère.
L'amour fraternel permet la diversité dans une famille. Certains réussissent mieux que d'autres, sont avocats et l'autre est ouvrier, mais dans une égale dignité et reconnaissance. Nous sommes frères et sœurs. Diversité, égalité, liberté, égalité se conjuguent dans la fraternité. La solidarité peut laisser un arrière-goût d'inégalité par rapport à un positionnement. Je suis celui qui donne et je suis celui qui reçoit. Je termine par ce que Fratelli Tutti nous disait. Est-ce qu'il est possible de rêver d'une fraternité universelle? Eh bien, François rappelle avec force que la fraternité est d'abord et avant tout locale et de proximité, mais qu'elle ne peut jamais s'enfermer dans un localisme, un identitarisme étriqué. Bruno Latour disait dans Projet, la crise générale d'appartenance et l'atterrissage sur une nouvelle terre, en tout cas sur une terre qui est nouvellement définie, exige de se reposer la question de nos attachements et de revenir aux interrogations fondamentales de l'anthropologie politique. Quel peuple, sur quel sol et avec quel but commun? Le projet est à la fois ambitieux et délicat. Accepter d'interroger ces notions périlleuses, sinon toxiques, sans réduire aussitôt la question du territoire à l'identité ou aux frontières. On est bien ici dans un cadre d'incarnation, de racines, de fraternité qui nous dépasse. Cela est nécessaire pour habiter nos territoires, notre nation, notre planète de façon pacifique. Et Fratelli Tutti termine en donnant quelques conditions pour que le rêve d'une fraternité universelle basée sur une filiation commune comme enfant de Dieu est possible, soit possible. Il faut d'abord l'attention aux plus pauvres. Ensuite, il faut mettre en œuvre un dialogue qui est le seul chemin possible. Il ne faut pas négliger la dimension institutionnelle. Il faut que l'économie soit respectueuse de chacun. Il faut, et c'est souvent oublié, faire contribuer de façon importante ceux qui sont sur le côté de la route, les exclus. Il faut arrêter de parler de la théorie du ruissellement, mais beaucoup plus du torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Il faut une institution internationale et alors il termine par deux choses. Il faut mettre en avant la vertu de tendresse en politique au numéro 194 et il faut accepter que la paix sociale soit artisanale, car cultiver artisanalement la paix, c'est cultiver la bienveillance et retrouver aussi la vertu de politesse, dont la fraternité universelle est possible, mais elle demande un travail. Et de nouveau, on retrouve la parole de Dieu. Ce que tu as fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. C'est comme ça que nous pouvons atteindre le bien commun. Merci beaucoup. Merci Marcel, merci. Si certains d'entre vous souhaitent poser à Marcel des questions, qu'ils utilisent la fonction converser, et Hugues Dautefeuille est attentif à tout ce que vous mettez aujourd'hui, maintenant, à travers cette fonction converser, et nous pourrons éventuellement lui donner la parole. Mais déjà, puisque nous avons encore quelques minutes, je demanderais bien à Marcel, dont j'ai apprécié qu'il termine par des mots aussi simples que le mot artisanal, nous montrant l'utilité de la proximité. Je lui demanderai quand même, pour éviter que nous soyons dans un consensus un peu trop facile, qu'est-ce que l'expérience du CERAS aujourd'hui lui permet de dire sur les obstacles à la création de la fraternité malgré la proximité? Est-ce que ce que le CERAS observe dans des endroits difficiles comme le tour de nos grandes métropoles, est-ce que le CERAS observe que les différences culturelles ou culturelles ne sont finalement pas un obstacle, ou voit-il la montée en puissance de communautarismes qui, en fait, ne permettent pas d'utiliser les atouts de la proximité? Oui, ben, on le voit tous les jours. Alors, c'est vrai que le CERAS a pris l'option d'avoir de l'espérance et de donner un discours positif parce qu'en fait,
comme dit le pape, le populisme ou le repli sur soi est la solution la plus facile, qui demande le moins d'énergie et qui permet d'avoir moins peur. Alors c'est vrai qu'à Saint-Denis, mais ailleurs, on sent dans l'Église ou dans d'autres populations un repli sur soi, ce qui est logique car la situation de crise fait toujours qu'on sait bien qu'en crise importante, on retourne dans ses plus proches pour se faire aider. Et donc, on le voit, par exemple, le Secours catholique qui donne de la distribution de nourriture, on voit bien que ceux qui sont en dette, et donc ça, c'est vraiment une expérience du CERAS, sont obligés d'aller voir leur famille pour pouvoir survivre. Et que ce soit que ce soit des Français d'origine ou que ce soit des migrants, on va chercher chez le plus proche. Donc, les liens se retissent et se renforcent dans les crises avec une peur de plus en plus grande aussi de l'autre, puisque dans la crise, le gâteau est plus petit à partager et donc on est plus en concurrence. Il y a donc une plus grande violence et une plus grande solidarité de proximité. Je pense que les deux vont ensemble. Et ce que dit le pape et ce que nous on voit, c'est que ceux qui osent le pas de l'universalité dans leur territorialité, dans leur local, dans leur communauté, sont ceux qui peuvent traverser, donc ce qu'on appelle la résilience, ceux qui peuvent traverser la crise. C'est lorsqu'on n'oublie pas celui d'en face. Oui, c'est bien, mais et nous allons donner tout à l'heure la parole à des acteurs qui s'engagent, mais il serait important que pour nous, au moment où nous démarrons ce débat, nous ayons bien conscience de cette tension que tu viens rapidement de réévoquer. Donc, quelles qu'en soient les caractéristiques, la crise ou les crises amènent chacun à se replier vers ce dont il est le plus proche. Et ce dont il est le plus proche, ça peut être la famille, ça peut être toute une série d'autres adhérences. Finalement, le fait d'être les uns à côté des autres, et je parle particulièrement de nos villes, peut-il être un facteur de proximité? Ce titre que j'ai trouvé pour l'atelier Proche et mon prochain, finalement, est-il bidon? Est-ce que j'ai eu raison d'oser ce titre? Mais ce que dit enfin, je ne sais pas si c'est à moi que tu le posais, mais oui, ce que disait le titre et ce que disent Fred Pochet et puis d'autres statisticiens ou des sociologues, c'est que le monde est fragmenté, c'est-à-dire que les gens se côtoient sans se connaître. Et donc, la question du lieu devient une question très importante. Enfin, à cause du numérique, entre autres, on peut habiter l'un à côté de l'autre en étant dans des mondes, dans des communautés d'appartenance totalement différentes. Moi, j'utilise souvent l'image de la lasagne, dans le sens nous sommes dans un monde multicouche. À la fois, nous sommes dans la rue et nous sommes donc bien dans un lieu concret, et en même temps, nous sommes en contact par notre smartphone avec nos parents, et en même temps, nous écoutons la radio de RCF ou voilà, et là, nous sommes dans un autre monde. On est en permanence dans plusieurs mondes de connexion, et cette proximité géographique, temporelle, peut être à la fois une source ce sont des frontières, et comme toute frontière, ça peut être une fermeture ou une ouverture. Et donc, je pense que pour l'instant, nous sommes plutôt dans un mouvement de fermeture, c'est-à-dire à cause de la crise. Voilà. Et ça peut être très violent parce qu'on le voit, des gens peuvent ne pas être présents là où ils sont présents. Il suffit d'avoir été professeur ou de donner cours et on sait qu'on peut avoir devant nous une série d'étudiants qui ne sont pas là, même s'ils sont physiquement là, ils sont ailleurs. Ça a toujours été, hein, il ne faut pas non plus dire que c'est actuel. Mais la question de la fraternité qui doit s'ouvrir, elle doit être vraiment, elle doit atterrir quelque part. Nous ne devons pas simplement penser au prochain qui est celui que nous aimons, c'est le prochain, c'est celui qui est là avec nous. Mais qu'est-ce que ça signifie? Alors voilà, la violence, elle peut être
très forte parce que la violence, et particulièrement la violence physique et orale, c'est une rupture de la frontière, c'est-à-dire quelqu'un vient traverser notre frontière. Physiquement, il nous atteint dans notre corps ou oralement, il nous agresse. Et donc, ça veut dire que nos frontières ont été violées. Et ça, c'est une violence très, très forte. Alors, la solution, c'est le dialogue, mais des fois, c'est impossible. Et le pape, dans Fratelli Tutti, montre bien qu'il connaît bien la violence. C'est quand même un pape argentin et le continent de l'Amérique latine est un continent très violent, et en particulier en Argentine avec les violences des bandes narcotrafiquants. Ce n'est pas du bisounours. Et c'est une des grandes tentations que nous, on ressent au CERAS, c'est que pour l'instant, le discours un peu de fraternité est délégitimé par un argument simple qui est vous êtes des utopistes, vous rêvez en couleur. Merci Marcel de cette conclusion et le fait que la conclusion soit préoccupante est peut-être pour nous la meilleure manière de prendre très au sérieux la suite des analyses et des témoignages qui vont suivre. Merci. Hier, merci beaucoup. Hier, Cynthia Fleury nous disait que dans des territoires vulnérables, dans des territoires contraints, il est nécessaire de faire intervenir l'innovation. Pour dépasser les contraintes et la vulnérabilité, il faut savoir innover. Alors, je vais maintenant passer la parole successivement à deux analystes ou témoins et deux acteurs dont je ne sais si les propositions feront totalement consensus. Mais il nous a semblé important de ne pas se contenter de propositions évidentes, de propositions qui ont toutes les qualificatifs du bien. Et nous commençons donc par deux propositions plus institutionnelles, j'allais dire plus politiques, qui peut-être ne regrouperont pas la totalité de votre accord. Donc, n'hésitez pas, face à ces propositions, à intervenir par le chat, ce qui permettra de mesurer votre réceptivité à ces propositions. Je voudrais commencer en donnant la parole à Marjorie Jouan. Marjorie Jouan de l'Institut Jacques Delors a beaucoup travaillé à la fois sur la politique de la ville et sur les politiques d'aménagement du territoire. Et dans des institutions qui, liées au ministère de l'Intérieur puis au Premier ministre, qui ont cherché à mixer ces fonctions, politique de la ville et politique d'aménagement du territoire. Et elle va oser nous reposer la question du rôle de l'État. Vous savez, cet État que Emmanuel Macron avait récemment qualifié d'État facilitateur. Alors, Marjorie Jouan, que peut-on demander aujourd'hui à l'État? Bonjour à tous, merci de ce grand honneur de participer à cet atelier. Je rebondirai volontiers sur les paroles qui ont été énoncées tout à l'heure, parce qu'effectivement, les politiques d'aménagement du territoire ont généralement pour objectif justement de relier ces archipels. Et en l'occurrence, je pense notamment au premier qui a identifié ce phénomène comme un phénomène qui pose problème dans le bon fonctionnement d'un territoire au niveau national, c'est Pierre Veltz. Et il se trouve qu'aujourd'hui, du point de vue des experts et des praticiens du développement territorial, nous traversons une période particulièrement intéressante. En effet, nous avons vu en début d'année se réaliser un basculement fondamental pour la politique nationale d'aménagement du territoire avec la création d'une agence, c'est-à-dire une structure externe à l'État, chargée de la mise en œuvre des programmes à la place d'une administration centrale, interministérielle, qui, elle, avait pour mission de concevoir ces programmes. Je reviendrai sur cet aspect-là plus tard, mais c'est un élément important dans ce que je vais essayer de dérouler comme analyse, notamment en répondant à deux questions. Pourquoi l'approche territoriale est devenue d'abord une composante majeure
des politiques nationales, donc étatiques, de la cohésion sociale au cours des dernières décennies. Et le deuxième point sera pourquoi cette réussite n'est pas totalement au rendez-vous. Alors, historiquement, en fait, l'objectif principal des politiques d'aménagement du territoire, c'est de réduire les inégalités territoriales. Et cette réduction s'est réalisée par l'immigration de population. Alors, au XXe siècle, c'est l'exode rural vers les centres-villes ou les centres industriels. Et un peu plus tard, c'est aussi pour la France, le grand déménagement des régions du sud et de l'ouest vers la région parisienne. Dans les années 80 et 90, on arrive au point, si on fait une comparaison européenne, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur les politiques de développement régional européennes, la France présentait une particularité, c'est-à-dire qu'elle avait l'air d'être capable de maintenir des écarts de développement faibles entre ces régions, calculés en PIB par habitant, c'est-à-dire produit intérieur brut par habitant. Et à l'exception notable, bien sûr, de l'Île-de-France, très riche, et des territoires d'outre-mer, qu'on oublie souvent, nettement plus pauvres. On peut ainsi considérer, et c'est ce qu'on faisait souvent, que le modèle de cohésion sociale français, basé sur un fort niveau de redistribution par les régimes de protection sociale et de retraite, combiné à une part élevée de population active travaillant dans les services publics et dans la fonction publique, c'est une chose dont on parle peu, mais qui a quand même beaucoup son rôle, fonctionnait. Et ceci était d'autant plus vrai que nous avions une assez faible mobilité résidentielle. Bon, ces choses-là ont beaucoup évolué. Et en fait, ce tableau macroscopique, qui était rassurant, est devenu de plus en plus trompeur, car dans les années 90, les statisticiens, et en l'occurrence c'était effectivement Pierre Veltz, qui avait découvert un phénomène qu'il nommait fractalisation en matière d'inégalité. En quoi ça consiste? C'est en fait, plus on observait un territoire de près, plus les inégalités se creusaient. Autrement dit, alors que les écarts de richesse entre régions étaient modérés, ils étaient notables entre les départements d'une même région et plus importants encore entre communes dans un même département, pour finalement, et ça nous ramène à cette question de proximité, les inégalités de proximité et notamment le fossé de richesse, de niveau de richesse entre les quartiers d'une grande ville étaient ceux les plus importants. Alors, on a essayé d'en trouver les causes dans la politique d'urbanisme qui avait été menée dans les années 60, conduisant à une concentration de population les plus défavorisées dans les banlieues, ou laisser, à moins qu'elles le fassent toutes seules, dans les centres-villes anciens délabrés. On pense à l'époque à Lille, à Avignon, à nombre de centres-villes un peu partout en France. À l'inverse, la constitution de ghettos de riches qui correspondent à des zones résidentielles chics, bien gardées, souvent où on ne peut pas entrer, est la conséquence d'un résultat quasiment spontané. D'une certaine façon, l'entrée par le territoire des politiques publiques est la conséquence aussi des résultats tout à fait médiocres d'autres politiques sectorielles, telles que celle de l'emploi, avec des taux de chômage très importants qu'on n'a pas réussi à résoudre, des politiques industrielles, de la politique agricole aussi. Bref, toute une série de politiques sectorielles qui fonctionnaient de manière un peu en tuyau d'orgue et qui n'arrivaient pas à parvenir à quelque chose de positif. Il y a 7 ou 8 ans, l'Assemblée des communautés de France a produit une carte où l'on pouvait croiser les communautés de communes ou communautés d'agglos où les écarts de richesse étaient les plus importants, avec une autre carte, celle des conflits sociaux, des violences, de la criminalité. Et on trouvait évidemment que ces deux cartes étaient tout à fait superposables. Et on y retrouvait notamment l'Île-de-France et certains points de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors depuis, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et la notion de périphérie intérieure pour désigner cette France des ronds-points a fait florès.
le sentiment d'exclusion ou de déclassement d'un groupe non négligeable de la population en lien avec certaines conditions d'habiter ou de subir le territoire. Et ces contraintes étaient complètement passées, il faut le reconnaître, sous les radars de la politique de remédiation et la politique sociale d'aménagement du territoire, qui était surtout orientée à l'époque en direction des villes. Quant à sa traduction électorale, et c'est probablement là que le bas blesse, on peut dire, et elle n'est pas propre à la France, hein, il n'y a qu'à regarder les deux derniers scrutins électoraux des présidentielles américaines pour voir apparaître là aussi des cartes. Donc, en fait, sa traduction électorale a conduit un économiste territorial renommé espagnol, José Rodríguez Posé, à rédiger un article sur le thème « La revanche des territoires qui ne comptent pas ». Pris en défaut d'être capable de concevoir une politique d'aménagement du territoire garantissant la cohésion économique et sociale, l'État a progressivement bifurqué vers des politiques ciblées vers la réparation, vers le raccommodage. Ainsi, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, il faut bien admettre que la réussite n'est pas un rendez-vous. Et c'est le deuxième point. Pourquoi? Alors, au-delà de l'argument des coupes budgétaires, pas suffisamment d'argent pour réellement s'attaquer au problème, ou de celui de la cacophonie contre-productive d'un certain nombre de politiques sectorielles qui tombent sur les territoires, surtout je dirais, au niveau le plus bas, et qui finalement provoquent des effets qui se contredisent, je voudrais insister sur deux points. Alors, le premier aspect, il est lié au mode d'administration de ces politiques. Et le deuxième, à ce qu'on appelle, en jargon européen, et traduit en français, le développement local par les acteurs locaux. Community-based development. Bon, mais comme on ne peut pas utiliser en français le terme de communauté, donc ça devient développement local par les acteurs locaux. Alors sur le premier point, en fait, l'excès de centralisation a été dénoncé à juste titre en France et il a conduit, bon, je dirais progressivement, à déléguer aux collectivités une part de responsabilité et de compétence. Même si par rapport à nos voisins directs, la réforme de la décentralisation reste toujours inachevée. Toutefois, il faut reconnaître que cette délégation s'est souvent accompagnée d'un désengagement financier et conceptuel de l'État. Ainsi, on est passé en France, je reviens à mon tout premier point, de l'aménagement du territoire, c'était la DATAR, à l'égalité du territoire, le CGET, c'est-à-dire Commissariat général à l'égalité du territoire, pour finir aujourd'hui par la cohésion des territoires et par l'Agence nationale de cohésion des territoires. La floraison actuelle des programmes gérés par cette agence et l'émiettement des collectivités bénéficiaires crée finalement un sentiment de traitement à la carte, de saupoudrage et de gestion par le guichet, qui laisse totalement de côté, d'ailleurs, la plupart du temps, une grande partie des populations. Et en tout cas, qui s'éloigne beaucoup de l'idée d'une politique stratégique, globale, unifiante. Alors je donnerai quelques exemples, qui sont quand même assez frappants. La politique de la ville avec ses 1514 quartiers de la politique de la ville, les 222 villes moyennes bénéficiaires de l'action de ville, les 148 territoires d'industrie, les 856 maisons de services labellisées et les 1000 petites villes de demain, etc., etc., etc. Dans tous les cas, les seuls partenaires et interlocuteurs de l'État sont les collectivités à tous les différents niveaux. Mais pour la question qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est celle de la cohésion sociétale et citoyenne, c'est une défaillance majeure. En effet, et c'est pour cela que je pense qu'il y a probablement d'autres solutions à trouver, je me réfère à tous ceux qui ont connu les expériences de développement local dans les années 90 et qui continuent d'œuvrer dans des projets qui sont d'ailleurs souvent liés à l'économie sociale et solidaire au niveau local.
On sait combien la conduite d'un projet porté de bout en bout par un groupe d'acteurs locaux, associatifs, privés, publics, en tout cas en l'absence d'un monopole d'un seul porteur de projet, est un puissant ciment pour amener les gens à se mobiliser, à faire des choses et à se sentir dans une proximité agissante. Alors, bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de ce programme LEADER, qui était en développement rural. Également, la première génération du programme Urban au niveau européen, ce qu'on appelait les programmes d'initiative communautaire. La particularité, c'était que la Commission européenne directement soutenait et faisait confiance à des projets locaux portés par des acteurs privés. De manière caricaturale, en Irlande, par exemple, les maires et conseillers municipaux étaient complètement écartés du processus. Bon, la raison, c'était, bon, finalement, ils ne vont pas être capables, donc ce n'est pas la peine, on s'adresse directement aux acteurs, les acteurs locaux, les associations, éventuellement les entrepreneurs, etc. Et il vous reste 3 minutes. Oui. Donc, est-ce que je peux vous demander de commencer à vous concentrer sur votre proposition? J'y arrive, justement. C'est donc la proposition, c'est bien ça. C'est dans le cadre de la gouvernance à multiniveau, qui est quelque chose d'un peu différent de la subsidiarité. Dans le sens où non seulement on a des différents niveaux, mais également on ne fait pas abstraction de tous les réseaux horizontaux qui peuvent se créer. Donc, dans cette logique-là, le succès et je dirais, la proposition, c'est bien précisément que le niveau supérieur, en l'occurrence celui de l'État, puisse directement intervenir pour aider, faire confiance, labelliser des projets portés par les acteurs locaux pour faire quelque chose et les amener à, bon, je dirais que ce sont des termes habituels, hein, la mise en capacité, l'appropriation d'un territoire, et que justement, puisqu'on parle beaucoup à certains endroits, notamment dans tous les milieux, je dirais, des nouvelles technologies du faire, dans ces milieux également d'économie sociale et solidaire, qu'il faut aussi promouvoir le faire, qui peut passer par le fait de court-circuiter complètement les collectivités et les différents niveaux pour que les acteurs et les habitants puissent se lancer dans un projet. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Marjorie. Effectivement, avec une certaine audace, j'allais dire, vous avez mis les pieds dans le plat. Et c'est intéressant car votre proposition contrebat toute une série d'attitudes autour de la subsidiarité qui semblaient absolument incontournables. Donc je vous remercie d'avoir osé faire cette proposition et nous serons très intéressés de voir comment elle est reçue dans notre débat et comment elle est reçue à travers les différentes interventions que vous faites actuellement sur le chat. Merci encore de votre intervention et je voudrais maintenant passer la parole à Daniel Cueff. Daniel Cueff est maire honoraire de Langouette, une commune située dans l'agglomération de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Langouette est une commune qu'on a pu qualifier de laboratoire écologique, mais Daniel fut également le vice-président du Pays de Rennes. Donc, ses responsabilités électives ont dépassé le cadre de sa commune et il a contribué aux décisions politiques pour un ensemble bien important. Donc, Daniel, je vous passe la parole. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je voulais juste indiquer que professionnellement, j'ai été donc pendant des années directeur responsable d'une ONG s'occupant des enfants dans la rue, et notamment en Pologne, avant l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. Donc, quand je suis devenu maire de Langouette en 1999, donc j'avais cette certitude que des milieux hostiles, des milieux délabrés, etc., ne pouvaient en aucune façon créer des enfants et des personnes équilibrées. Donc, en devenant maire de ma commune, je savais que agir sur l'environnement, c'était avant tout agir pour la fraternité.
Et donc, j'ai proposé en 1999 donc, au conseil municipal de nous engager sur cette question de développement durable. Cette question de développement durable était étrange même au langage politique local. On parlait de cadre de vie et le cadre de vie se résumait au fleurissement du village. Donc c'était une notion un peu complexe pour nous, surtout dans un village qui n'avait pas un rapport très, je dirais, très accueillant pour l'écologie, puisque malheureusement dans mon village, en 1964, c'est là qu'a eu lieu le premier remembrement, je dirais, radical organisé par la Chambre d'agriculture de l'époque, et 100% des haies bocagères ont été arrachées pour agrandir les terrains agricoles et permettre la grande mécanisation. Donc, cette notion de développement durable, c'était pour moi la nécessité de créer un récit commun dans une commune un peu déchirée ou un peu à l'abandon, je dirais, et qui nous donnait des perspectives d'avenir et qui nous réunissait. C'était intéressant également parce que personne ne savait ce qu'était le développement durable, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était concrètement. Et donc, ça donnait, on mettait les citoyens et les élus au même niveau, je dirais, d'incompétence et au même niveau d'ambition. Donc, nous avons décidé de faire de l'écologie concrète plutôt que de l'écologie de l'incantation. Et la première décision que nous avons prise, c'est de ne pas avoir d'adjointe ou d'adjoint au développement durable. En effet, pourquoi mettre dans une case quelque chose qui faisait partie d'un récit commun et qui devait être transversal à toutes les politiques, c'est-à-dire que politique scolaire, politique de la petite enfance, politique de la voirie, politique du logement social, etc. Donc ça a été une première intuition à l'époque, puisque pour le coup, chaque conseiller municipal, chaque adjoint devait essayer de venir avec des propositions et en justifiant ces propositions au regard du développement durable. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait enthousiasmant. La deuxième décision que nous avons prise, qui était une intuition, qui était sur la base d'une expérience, c'est de nous éloigner très nettement de la démocratie participative. C'est arrivé à la faveur d'une première expérience où dans notre petit village est traversé par une route assez favorable, si vous voulez, à la circulation et où les voitures ont tendance à aller vite. L'école est là, les gens habitent là, etc. Et il y avait un consensus général, il faut faire quelque chose, monsieur le maire, il faut absolument réduire la vitesse des voitures et rendre notre village un peu plus calme. Et donc, nous faisons malheureusement des réunions publiques, si vous voulez, pour voir que face à ce constat, nous avions la chance d'un constat partagé. Qu'est-ce que nous pourrions avoir comme idée? Et là, les propositions des habitants sont arrivées extrêmement rapidement. La première, c'était de mettre des coussins berlinois, des chicanes, des feux, des stops, en fait, des dodanes, etc. En fait, toutes des réponses, si vous voulez, dures à une problématique routière dure également. Alors que nous, dans notre esprit, nous étions plutôt dans l'idée de mettre du paysage, de mettre de l'art, et également de mettre des poules partout dans le village, parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus bête qu'une poule, ça traverse sans demander, ça va à droite ou à gauche, on ne sait pas trop, donc on ralentit de fait, et en plus ça crée quelque chose, une ambiance tout à fait intéressante dans le village. Et évidemment, face à ces propositions qui étaient alternatives, les habitants sont venus me dire, écoutez, monsieur le maire, vous nous avez conviés à 3 réunions, on vous a fait des propositions tout à fait fantastiques et vous mettez autre chose en place. Donc, on n'a pas pu mettre en place, si vous voulez, l'ensemble de ces politiques un peu plus écologiques parce que vous, comme moi, vous ne pouvez pas, dans une réunion publique, vous ne pouvez pas avoir des idées et des propositions dont vous n'avez strictement jamais entendu parler. Donc, la démocratie participative a, dans beaucoup de ces aspects, une dimension, je dirais, conservatrice. Donc, nous avons modifié ça complètement et nous nous sommes dirigés vers une autre forme de démocratie, une démocratie plus coopérative, plus implicative. C'est-à-dire, nous avons fixé des challenges. Par exemple, nous souhaitons que notre cantine devienne 100% bio, ce qui veut dire que tous les produits servis aux enfants seront issus de l'agriculture biologique. Et nous réunissons des commissions de travail pour arriver à cet objectif. Si quelqu'un d'aventure disait on pourrait tenter un menu bio de temps en temps, ou un plat bio de temps en temps, ou la semaine du bio tous les ans, etc., il sortait du cadre, pouvait revenir à tout moment,
pour avoir des idées. Donc ça, c'est intéressant parce que ni les élus, ni la cuisinière, ni les parents d'élèves, ni les enfants ne savaient ce que c'est qu'une cantine 100% bio. Il n'y en avait pas d'exemple en France que nous aurions pu aller visiter. Et cette implication a fait toute une réunion de travail avec des agriculteurs, avec tout un travail de coopérative. Et au bout d'un moment, nous sommes arrivés à pouvoir faire cette cantine 100% bio. Et quand les enfants sont revenus des vacances de Noël, comme en 2004, ils ont mangé bio. Et depuis 2004, donc depuis 19 ans bientôt, tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique locale. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a appris à voir qu'en fait, en se mettant dans une situation au même niveau d'incompétence, je veux dire, on ne sait pas qu'est-ce que sera cette cantine, tout le monde arrive avec sa compétence, son histoire, son savoir-faire pour aider au résultat final. Et nous avons procédé de la sorte pour tout, y compris pour l'urbanisme, où nous avons en particulier, sur l'ensemble des équipements publics, créé des processus de conception intégrés où le cadre est fixé par la commune, un cadre très ambitieux la plupart du temps sur l'écologie, mais le contenu est à la discrétion, au débat et à l'expertise citoyenne. Nous avons comme habitude de prendre cette phrase de Paul Houet, qui est d'ailleurs qui a été maire du Méné, qui est prêtre, et qui disait la territoire, une commune, c'est comme un chaudron, ça bout toujours par sa base, jamais par son couvercle. Mais rien ne nous empêche évidemment de mettre parfois de l'expertise, parce que quand nous construisons des logements, il faut bien une expertise d'un ingénieur, d'un thermicien, d'un architecte, d'un fonctionnaire, etc. Mais ces épices, ces expertises arrivent au cours de l'élaboration et non pas en préalable de l'élaboration citoyenne. Et nous sommes arrivés aux dernières choses que nous avons pu faire quand même, c'est d'arriver, si vous voulez, à nous lancer dans des maisons 100% écolo, en logement social ou en accession sociale à la propriété, des maisons que nous avons qualifiées de cradle to cradle, du berceau au berceau, c'est-à-dire des maisons qui sont zéro fondation, zéro déchet de chantier, zéro carbone et zéro besoin en énergie. Je ne sais pas si vous vous apercevez ce que ça peut vouloir dire pour des gens en difficulté sociale d'habiter un logement social qui n'a pas besoin d'apport d'énergie, donc 0 € en énergie extérieure. Donc, nous avons donc en fait en sorte une sorte d'écologie sociale. L'autre décision que nous avons prise, c'est une décision qui a été aussi liée à l'expérience. C'est qu'après quelques mois de l'élection, des habitants m'invitent, si vous voulez, dans leur lotissement pour prendre l'apéro, faire connaissance, etc. Je n'étais pas très connu dans la commune, élu un peu par hasard. Et ce lotissement vraiment donne sur une route à grande circulation. Et quand j'étais dans le jardin des gens, il était au mois de mai-juin, vraiment, c'était bruyant, c'était fatigant, c'était quelque chose, vraiment, je trouvais que c'était pas agréable d'habiter là, etc. Et je propose aux habitants, moi je n'habite pas là, je propose aux habitants, je dis, est-ce qu'on pourrait réfléchir à la mise en place d'un mur anti-bruit? Est-ce qu'on pourrait travailler sur essayer de régler ce problème de bruit? Et j'ai vu immédiatement, assez intuitivement, je me suis aperçu que ça n'allait pas bien pour les gens que je leur dise ça, alors que c'était une idée généreuse, une idée extrêmement généreuse, une idée écologique, mais que dans le même temps, je leur signifiais quelque chose, c'est qu'une autorité municipale leur signifiait symboliquement qu'ils avaient acheté une maison dans un endroit pas terrible, alors qu'ils se suaient sang et eau pour rembourser les emprunts de cette maison en travaillant à Peugeot Citroën, ou en travaillant à Cooper Standard ou à l'hôpital Sud de Rennes. Donc c'était ce que Pierre Bourdieu appellerait probablement une violence symbolique, c'est-à-dire quelque chose où une autorité ou quelqu'un vient poser un point de vue, si vous voulez, un point de vue critique sur votre vie et sur vos choix de vie. Et donc ça éloigne énormément les plus modestes, notamment de la question écologique et de la transformation sociale. Donc, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas très bien impliqués dans ces choses-là.
pour ça que quand nous avons mis notre cantine 100% bio en place, nous avions eu cette première expérience avant et nous avons bien évité, si vous voulez, de faire tout un tas de formations ou d'acculturation du public ou des gens, comme disent les technocrates, pour expliquer pourquoi nous faisions la bio, etc., etc. Bien sûr, c'était pour des raisons de ne pas avoir des pesticides dans l'assiette des enfants, ça c'était pour nous prioritaire. Soutenir une agriculture durable aussi, c'était une priorité. Mais nous n'avons pas voulu faire vraiment des formations là-dessus parce que nous savions que nous allions signifier ou poser une question par déduction aux parents, mais qu'est-ce que vous faites pour vos enfants, pour bien nourrir vos enfants, parce que nous le faisons bien au niveau de la commune. Donc, nous avons essayé d'éviter ce piège je dirais, de la violence symbolique. Et puis, après, je suis devenu effectivement président d'une communauté de communes et vice-président du pays de Rennes. Et là, je me suis trouvé confronté à des difficultés très importantes. C'est-à-dire que j'ai vu que l'État en région produisait incessamment, je dirais, incessamment des schémas. Schéma tram verte et bleu, schéma eau et air énergie, schéma touristique, schéma, bref, tout un tas de choses, allant de l'agenda 21 jusqu'au schéma de la transition écologique ces derniers temps. Et que ces schémas, si vous voulez, qui encombrent les intercommunalités, les bureaux des intercommunalités, je vous invite à aller voir les tiroirs et les armoires. Ce n'est pas encore archivé, donc ça va vous tomber dessus, tout ce qui est resté sans efficacité et sans efficience sur la vie ordinaire des gens. Et ces schémas, si vous voulez, induisent induisent pour les élus communaux en particulier, le fait d'avoir transféré dans l'intercommunalité une grande partie des compétences communales. Et pour avoir étudié ça de très près, je me suis aperçu que les conseillers municipaux ou les maires ou les adjoints qui étaient présents dans l'intercommunalité passaient un temps innombrable, pour ne pas dire tout le temps de leur mandat, à regarder des PowerPoint dans lesquels, qui sont prévus par leur... Justement, nous aimerions en regarder votre proposition. Voilà. Comment, je ne sais plus ce que je disais pour le coup. Donc, regardez des PowerPoint toute la journée qui sont produits par leur service ou par les bureaux d'études. Et ces PowerPoint, c'est une pensée du haut vers le bas qui passe toujours par une question de diagnostic territorial, puis après toute une logique de démonstration et qui fait que les élus sont en situation d'attendre en définitive quoi faire et quoi décider. Ils ne sont plus en situation dynamique. Donc les élus se séparent un petit peu de leur commune et donc pour le coup des citoyens et donc pour le coup de l'action locale. Donc je crois aujourd'hui, je rejoins très fortement l'Institut Delors là-dessus, c'est qu'aujourd'hui nous devons travailler sur une révolution, je dirais, une révolution institutionnelle. Et je pense que nous devons aujourd'hui, en particulier, prendre la décision politique qui est simple à prendre, en tout cas au niveau local, probablement au niveau régional, c'est l'interdiction et la suppression totale, entière et définitive des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt. Pourquoi ? Parce que ces appels sont des cases qui sont construites par une technostructure puissante et soit vous êtes très armé, vous êtes dans des structures, vous avez une directrice ou un directeur des projets qui va regarder tout ce qu'il y a comme projet possible, imaginable à la région, à l'Europe, dans l'État, et les gens vont remplir les cases avec grand succès la plupart du temps. Puis vous avez des projets, et notamment des projets citoyens, des projets d'entreprise, qui, pour rentrer dans la case, vont être obligés de modifier leur projet et pour pouvoir rentrer dans une case. Et arriver dans la case, ils ne peuvent plus en sortir. Ils ne peuvent plus en sortir parce que c'est bordé par des conventions, c'est bordé par des budgets, c'est bordé par des contrats. Et puis, vous avez tout un tas de gens, les plus importants, tout un tas de structures, d'entreprises, d'associations, qui, elles, ne pensent même pas à essayer de rentrer dans les dossiers ou dans les appels à projets, tellement c'est compliqué et tellement la procédure est longue et tellement elle leur paraît hors du terrain. Et donc, il nous faut réinventer une démocratie de proximité qui
passe par réduire cette influence de la technocratie qui est aujourd'hui, je dirais, le vecteur aujourd'hui, c'est certainement les intercommunalités qui sont aujourd'hui ultra technocratisées du fait de la loi NOTRe en particulier, une loi nationale qui a séparé de façon très forte les compétences communales des compétences intercommunales, créant des étanchéités entre les services. Et une des propositions, en tout cas à l'intérieur de ces intercos, puisqu'elles sont là pour très longtemps, c'est d'arriver à faire des conventions de mandat, c'est-à-dire de donner à des communes la responsabilité de l'exercice de l'intercommunalité pour ramener au territoire de proximité et donc aux citoyens les décisions qui les concernent. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, merci de cette expérience, merci d'avoir manié aussi des paradoxes, parce que quand même, votre phrase sur le niveau d'incompétence des élus et des citoyens, phrase que vous avez prononcée avant de démontrer votre capacité à construire totalement différent, premier paradoxe. Et puis, j'ai bien aimé aussi votre phrase « violence symbolique », qui m'a semblé très importante, car on y découvre combien la bonne intention peut être dramatique. Alors, vous concluez par une proposition qui conduit à percer les murs ou les freins à l'action directe en proposant que certaines institutions puissent avoir une mission globale, et vous élargissez votre proposition, et donc je la relis, par délégation des collectivités locales, des associations peuvent prendre la responsabilité d'instruire. Alors on pourrait dire des associations, virgule, ou des collectivités choisies par d'autres, peuvent prendre la responsabilité d'instruire et après accord politique sur le financement, d'être maître d'ouvrage d'un projet coopératif. Donc j'ai bien noté votre critique sur le mot démocratie participative, dont vous avez montré les limites et vous avez dit le caractère conservateur. Je note que vous aimez le mot de démocratie coopérative, et c'est là-dessus que je vous propose, en vous remerciant de cette intervention dont on sent qu'elle est nourrie dans votre expérience d'élu, c'est là-dessus que je vous propose de conclure votre intervention. Vraiment, je vous remercie. Et alors, nous allons passer à un moment qui est, à partir de l'intervention de Marcel Raymond, de l'intervention de Marjorie Jouan et de la vôtre, Daniel Cueff, nous vous invitons au débat. Et tout à l'heure, nous avons été, ou tenté d'être, des citoyens. Aujourd'hui, je vais plutôt s'adresser à nous comme des militants. Des militants ou des simples voisins? Et je vais commencer par donner la parole à l'un d'entre nous, élu municipal à Moulins, Stéphane Lunte, qui va à la fois partir de son expérience d'élu à Moulins, mais aussi qui va nous faire bénéficier du regard que lui donne, pour de nombreuses raisons familiales ou professionnelles, son regard sur les pays européens voisins et son regard sur des pratiques démocratiques dans des pays voisins peut aussi éclairer notre débat. Stéphane, j'ai le plaisir de te passer la parole. Merci Philippe. Très honoré d'abord d'avoir été convié à cet atelier, de dire un peu mon ressenti par rapport à ce sujet de territoire et démocratie locale, de raconter un peu mon histoire. Tu l'as déjà évoqué. J'ai un parcours un peu atypique. Je suis né en Allemagne il y a bien des années maintenant déjà. J'ai rencontré une Française qui m'a entraîné, on peut dire, dans le Bourbonnais. C'est le pays des Bourbons, la famille royale. C'est le département allié, pour être plus républicain, dans la ville de Moulins, où j'habite. Avec elle, nous avons fondé une famille. Et par contre, depuis 25 ans, je travaille pour une instance qui s'appelle la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne à Bruxelles. Et donc, cette expérience à laquelle tu as fait référence m'a permis
de rencontrer de nombreuses expériences, initiatives locales dont je vais parler un peu plus tard. Mais je voudrais commencer peut-être par raconter un peu ce parcours qui m'a amené à devenir un élu local et d'aller jusqu'à présenter ma candidature pour devenir en tant que tête de liste maire de cette ville de Moulins à l'occasion des dernières élections municipales. Alors, comment un Français d'origine allemande qui travaille à Bruxelles arrive à s'engager dans sa collectivité? C'est tout simple, c'est un cheminement qui se fait avec des étapes, en passant par un engagement associatif, en découvrant qu'on a plus de temps à disposition quand les enfants quittent le ménage, s'engagent dans la voie d'études. Et donc, du coup, vous êtes plus disponible et vous répondez à des invitations. Pour dire que tout d'abord que Moulins est une ville que tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est une ville de 20 000 habitants qui se trouve au centre de la France, à 300 km au sud de Paris et à 100 km au nord de Clermont-Ferrand. Voilà. Une ville de 20 000 habitants et je suis désolé, j'ai une avalanche d'appels téléphoniques d'un seul coup. Non, je ne comprends plus rien. Une ville de 20 000 habitants, mais une commune de 20 000 habitants, mais dans un aire urbain de 45 000 habitants et dans une agglomération de 65 000 habitants. Est-ce que tu le vois? Voilà un peu le cadre. Moulins comme ville, c'est un centre historique très marqué, très beau, et il y a typiquement en France, il y a les quartiers, surtout les quartiers sud qui font partie de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires sensibles. C'est ça la particularité de cette ville avec une réalité que j'ai découvert au fur et à mesure de mon engagement aussi local. 2014, je suis élu au conseil municipal pour la première fois et j'ai une première responsabilité en tant qu'adjoint pour les questions de finances, du budget et pour le patrimoine. C'était aussi un peu mon approche à la réalité locale de la collectivité. Je m'occupais du budget, c'était des chiffres, c'était un exercice qui me déplaisait pas. Après est né au fur et à mesure l'envie d'aller carrément un peu plus loin et devenir tête de liste. J'ai donc proposé une candidature de dissidence pour les élections en mars dernier, sans entrer dans le détail, mais je voudrais simplement insister sur cette expérience de proximité qui a été pour moi un privilège en tant que candidat. Jamais dans ma vie, j'ai eu le privilège de rencontrer autant de monde que pendant ces quelques mois d'élection. Et je ne sais pas si j'ai vraiment transformé ces gens, certainement pas suffisamment parce que je n'étais pas élu, mais cette expérience, moi, m'a transformé personnellement profondément. Je dis ça aujourd'hui avec beaucoup de sérénité. Je pense que j'ai frappé à 1 millier de portes, sonné à 1 million de portes pour rencontrer des personnes, pour leur dire juste qui je suis et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient me dire. J'ai rencontré des innombrables présidents responsables d'associations, parce que le tissu associatif, c'est quand même très, très important dans notre pays. J'ai rencontré des chefs d'entreprise, j'étais présent dans les bars, au comptoir. C'était une vraie expérience de proximité. Et cette expérience de proximité a aussi transformé au fur et à mesure
mon champ d'intérêt. Donc, si je sors changer aujourd'hui de cette expérience municipale, je suis toujours élu, chef d'opposition maintenant, c'est surtout aussi un changement de centre d'intérêt. Bien sûr, le développement économique, mon grand cheval de bataille au début de campagne, les finances saines, le numérique, tout ça reste très fort et très important pour moi, pour le développement de notre territoire. Mais il y a autre chose, il y a cet intérêt à la réalité des gens, à la difficulté, la découverte de la misère de notre ville. Vous devez savoir qu'une ville comme Moulins a un taux de pauvreté de 20%. Le niveau national, c'est 14%. Donc nous sommes une ville pauvre, même si le centre-ville est très, très joli. Et cette expérience du monde de l'exclusion, des gens atteints de pauvreté multiple, m'a aussi amené à changer un peu l'orientation de mon programme. Et j'ai intégré 2 propositions dont je voudrais parler brièvement à la fin de cette intervention pour dire en quoi nous pouvons imaginer, si nous avons envie, une politique de proximité, une démocratie de proximité qui répond aux deux exigences. Je trouvais très bien au début de cette matinée l'intervention de Marcel Remond, du père Remond. Il disait il faut une proximité de la proximité, le prochain de la proximité et le prochain de l'universel. Et pour faire venir cette dimension du prochain de l'universel, j'avais soumis dans mon programme, dans notre programme électoral, une proposition que j'ai toujours admirée de nos amis de Justice et Pays-Bas, qui s'appelle Shelter City, ville protectrice, et qui permet d'abord une autre approche sur la migration et sur le thème de l'asile, qui permet une ouverture au monde et qui donne la possibilité d'une mobilisation concertée. Qu'est-ce que c'est le Shelter City? Les Shelter Cities sont des villes protectrices. Aux Pays-Bas et un peu partout du monde, il y en a aujourd'hui 17. Ces 17 villes, devenues villes protectrices, accueillent pour des périodes de 3 mois des défenseurs de droits de l'homme du monde entier. L'exigence, la condition, c'est qu'ils parlent un peu l'anglais, qui sont volontaires pour raconter leur parcours. Et en contrepartie, pendant 3 mois, la ville les accueille, les protège, leur donne un moment de respiration, de prendre une pause, alors que dans leur pays d'origine, ils sont des défenseurs de droits de l'homme sous pression, attaqués. Ce sont des avocats, ce sont des activistes de LGBTI, ce sont des journalistes, des artistes, et qui sont accueillis dans leur ville. Dans cette ville aux Pays-Bas, et quand pendant ces 3 jusqu'à 5 mois, ils ont la possibilité de vivre tranquillement ce qu'il y a pour accueillir des artistes pendant quelques mois. Mais là, c'est des gens qui se sont engagés pour les droits de l'homme. C'est un fonctionnement depuis maintenant 10 ans. C'est une coopération avec le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. C'est soutenu par la Commission européenne, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que Justice et Pays-Bas identifie les candidats, travaille avec la ville et organise une concertation entre la collectivité elle-même, l'administration, les élus, mais aussi des associations locales pour que cette personne puisse vraiment être prise en charge. Voilà, c'est un premier exemple que je trouvais très beau, qui nous vient d'un autre pays. J'aurais eu envie de mettre en œuvre aussi à Moulins, et je le ferai une prochaine fois. Deuxième exemple, deuxième initiative que j'ai inscrite dans le programme électoral, c'est la création d'un parlement de dons. C'est un Spendenparlament, comme on dit en allemand. Là, vous voyez encore les quelques slides que j'avais sur le Shelter City. Là, maintenant, je parle du deuxième exemple,
le deuxième projet, deuxième proposition, le Parlement de dons, qui existe aujourd'hui dans 18 villes en Allemagne. C'est et en Suisse, et c'est une structure associative, 1901, dirait-on en France, et qui permet à des personnes qui adhèrent à une association, à cette association, de devenir aussi membres de ce Parlement de dons. On paye 60 € par an, dans le cas de Hambourg, pour donner cet exemple concret, et on devient automatiquement membre du Parlement. Ce Parlement se réunit 3 fois par an et, sous proposition d'une commission préparatoire, des projets qui luttent contre la pauvreté, l'isolation, sont soumis au vote de ce Parlement. Ainsi, on peut concrètement aider des projets locaux à se réaliser. À Hambourg, il y a depuis 1996 1300 projets pour un volume total de 12 millions € qui ont été mobilisés. Et ça a fait écho dans pas mal d'autres villes en Allemagne. C'est une initiative concrète pour se mobiliser contre la pauvreté et la misère. C'est aussi une approche participative parce que tout le monde a la possibilité de participer au choix de projet. Et ce sera une innovation en France pour aussi bousculer un peu la bureaucratie qui s'implique très souvent dans la sélection des initiatives où même les élus ont peu de prise. Voilà 2 exemples que j'ai voulu proposer. Un plutôt pour illustrer qu'on peut devenir le prochain de la proximité, on peut devenir aussi le prochain de l'universel. Et ça dit en passant aussi, c'est 2 initiatives d'origine chrétienne, si vous voulez. D'abord, la Commission Justice des Pays-Bas pour le Shelter City, et de l'autre côté, le Parlement de dons, qui est une initiative de l'Église protestante en Allemagne. Voilà pour mes exemples, mes projets et mon témoignage. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Donc je rappelle que ce que vient de nous décrire Stéphane et qui s'affiche sur vos écrans, proposition d'engagement citoyen, est l'une de ces propositions sur lesquelles tout à l'heure, dans les conditions que Bernard va rappeler tout à l'heure, vous aurez à prendre position. Moi, je voudrais simplement remercier Stéphane d'oser mettre côte à côte des mots qui font partie d'univers sémantiques très différents. Parlement, on pense tout de suite à l'institutionnel. Don, on pense à la charité. Et Stéphane, dans cette expression étonnante, Parlement de don, tu es arrivé à nous obliger à réfléchir à comment est-ce qu'une action individuelle, caritative, peut devenir une action collective. Et je t'en remercie. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à 2 autres témoignages. Le premier des 2 vient de l'un d'entre nous, Dominique Peloux-Prayer, qui est membre actif ou responsable des semaines sociales de Rueil et qui va nous expliquer comment les semaines sociales de Rueil essayent d'analyser et d'agir dans le dialogue entre les élus et les associations. Dominique, tu as la parole. Oui, merci Philippe. Donc, je vais vous décrire une expérience de démocratie locale parmi bien d'autres, hein, sûrement. Si je vous plante le décor, donc Rueil-Malmaison, c'est une ville moyenne de 80 000 habitants dans la banlieue ouest de Paris, une ville plutôt agréable avec une population composée majoritairement de cadres et de retraités, mais aussi une ville avec quelques grands ensembles des années 60 et un taux de logements sociaux d'environ 25%, donc peut-être plus mixte que ce qu'on imagine lorsque l'on dit banlieue ouest. Il y a à Rueil depuis une douzaine d'années une antenne des Semaines sociales de France qui organise des conférences et divers événements pour réfléchir sur les problèmes de notre temps à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Alors, fin 2018 a démarré la crise des Gilets jaunes, puis l'appel des évêques à en débattre, puis l'organisation du grand débat national.
Alors sur Rueil, les Gilets jaunes étaient peu visibles. Peu de débats étaient organisés, alors qu'il y avait une émotion clairement perceptible. Donc les semaines sociales de Rueil ont décidé de tenter l'expérience et nous avons organisé 2 soirées sur 2 des thèmes proposés dans le cadre du grand débat. Et nous avons en fait été surpris de l'écho rencontré. Plus de 100 personnes à chaque fois, un public plus large et plus divers que dans nos rencontres habituelles, en termes d'âge, en termes de conviction, notamment des personnes qui n'étaient clairement pas chrétiennes. Donc, il y avait vraiment un besoin de s'exprimer, d'échanger, ce qui a pu se faire en petits groupes. Et puis, les propositions ont été recueillies et transmises de façon transparente à l'organisation du grand débat, aux députés du lieu, à l'évêque des Hauts-de-Seine et même à l'Élysée. On ne se refuse rien. Sur la base de cette expérience, et puis compte tenu de l'approche des élections municipales, il nous a semblé qu'on pouvait aller un peu plus loin dans le sens de plus d'interactivité dans les événements que nous allions proposer en 2020. Une des remarques entendues fréquemment lors du grand débat, c'était la politique nationale, c'est bien compliqué, qu'est-ce qu'on y peut vraiment? Alors que localement, là, oui, on pourrait faire des propositions plus concrètes. Or, les élections municipales, ce sont les élections de la proximité. Donc, nous nous sommes dit qu'il y avait là un moment favorable pour réfléchir localement au bien commun et puis mobiliser des forces de proposition. Alors, nous avons retenu 2 sujets, celui du logement, parce que c'est un problème critique pour beaucoup de nos concitoyens, pour lequel les municipalités ont un réel pouvoir d'influence, et c'est un domaine qui suscite des résistances et des peurs, jusque dans les communautés chrétiennes, parce que les nouveaux logements, ça dérange ceux qui sont déjà installés, la mixité sociale, ça peut faire peur, etc. Donc, or, ces résistances vont orienter l'action des élus, bien sûr. Le deuxième sujet, c'est celui de la conversion écologique, parce que c'est sans doute le sujet potentiellement le plus fédérateur en France aujourd'hui, qui traverse tous les courants politiques, toutes les générations, hein, même si c'est avec des nuances. Et puis c'est un sujet sur lequel on peut agir concrètement à tous les niveaux, au niveau de la nation ou des entreprises, bien sûr, mais aussi au niveau individuel et de chaque commune. Donc sur ces 2 sujets, nous avons proposé une démarche délibérative qui suppose d'abord de partager de l'information, ensuite de débattre, enfin de formuler et de faire connaître des propositions. Alors concrètement, sur le logement, nous avons d'abord produit une note de synthèse de quelques pages sur le logement et la mixité sociale, car il faut connaître que c'est un sujet quand même assez technique. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce document, ni dans la question du logement qui fait l'objet d'un autre atelier, mais j'en profite pour dire que ce document est disponible sur le site internet des Semaines sociales de Rueil, comme d'ailleurs tous les autres documents que je vais évoquer ce matin. Donc, ce document de synthèse a été diffusé à nos sympathisants. Une conférence débat avec un expert s'est ensuite tenue quelques semaines après pour partager les enjeux de cette question de la mixité sociale, en particulier à Rueil. Avec cet acquis, nous avons organisé une 2e réunion, une semaine après, où nous avons mis en débat une dizaine de constats et de questions qui pouvaient être adressées aux différentes listes candidates aux municipales, des questions sur leurs objectifs et sur les moyens qu'ils proposaient pour maintenir la mixité sociale dans une ville qui serait plus accueillante pour tous. Tel était notre objectif affiché. Les questions finalement retenues ont été adressées par lettre ouverte début février en demandant une réponse avant le premier tour des élections. Bon, à ce stade, il est intéressant de signaler que nous avons essayé de travailler avec différentes autres associations pour donner plus de poids et plus de pertinence à la démarche. Et au final, bon, certaines associations caritatives ont reculé du fait soit de la technicité des questions, soit aussi du fait qu'elles peuvent recevoir des subventions de la mairie, ce qui est un peu inconfortable. Par contre, une autre association non confessionnelle qui s'intéresse aux réalités locales a bien voulu réfléchir avec nous et co-signer l'envoi des questions.
Les 3 listes des candidats contactés nous ont répondu et nous avons publié leurs réponses avant le premier tour. Et en tenant compte de ces réponses, nous avons formulé 4 propositions avant le second tour du mois de juin. Deuxième sujet, la conversion écologique. Dans ce cas, la première phase de partage d'informations et de références communes a été nettement plus longue, hein, mais une conversion, même écologique, ça prend du temps. Et cette phase s'est déroulée presque intégralement en visio, compte tenu de la crise sanitaire. Alors, nous sommes partis de petits groupes d'échange sur l'encyclique Laudato Si, 3 soirées consacrées chacune à 2 chapitres du texte que nous avions essayé de rendre plus accessible en diffusant sur chaque chapitre un extrait des citations principales du texte qui tiennent sur une feuille recto verso. Voilà, d'où des échanges assez riches sur le diagnostic porté par le pape, puis sur le cap fixé, l'écologie intégrale, puis sur les lignes d'action. Et cette phase s'est conclue avec une conférence débat avec Dominique Lang que vous avez pu entendre hier après-midi. Puis est venu le temps de la délibération sur les actions individuelles et collectives pour lutter contre le dérèglement climatique, un des points de l'encyclique. Là encore, des fiches de synthèse avaient été préparées sur l'empreinte carbone des Français dans 5 domaines: les transports, l'énergie, l'alimentation, le numérique et les achats de biens manufacturés, avec des propositions d'action possibles pour réduire cette empreinte carbone individuellement et au niveau de la cité, avec en perspective la stratégie nationale bas carbone. Et nous avons aussi signalé un des outils disponibles sur Internet qui permettent à chacun de chiffrer son empreinte carbone et de voir ce que les actions décidées apportent, donc qui permet de répondre à certaines questions qui étaient posées à Eric Salobir hier après-midi, voilà, sur l'impact du numérique, par exemple. Concernant les actions collectives, nous avons sélectionné en réunion celles qui paraissaient le plus pertinentes, et puis nous les avons envoyées fin août à tous les élus du conseil municipal nouvellement élus. Et nous avons reçu en fait une réponse du maire il y a quelques jours, simplement, hein, qui nous remercie pour les idées et nous invite à participer à la consultation qui aura lieu en 2021 sur le nouvel agenda 21 de la ville. Alors sur ce sujet, notre idée, pour élargir le cercle de la réflexion, c'était plutôt de se tourner vers la jeunesse, puisque c'est un sujet qui la mobilise. Bon, il faut reconnaître que les personnes qui suivent les réunions des semaines sociales ne sont souvent pas de première jeunesse. Et nous avions donc prévu d'organiser la conférence de Dominique Lang dans les locaux d'une des écoles catholiques de Rueil, où des lycéens et des prépas auraient pu participer plus facilement. Bon, malheureusement, le confinement ne nous a pas permis d'aller au bout de ce projet. Et bon, il faut bien reconnaître que la participation de jeunes à nos réunions Zoom a été quand même très limitée. Voilà, en conclusion sur ces 2 expériences. Alors, si tu permets, donc on va afficher ta proposition comme voilà. une conclusion. Donc, il me semble qu'il y a là une façon de permettre l'expression citoyenne, faire reconnaître sa valeur. Hein. De fait, sur le logement, on a vu une évolution des tracts d'une des listes entre le premier et le second tour, parce qu'ils avaient pris conscience de l'existence d'un certain nombre de logements indignes, même à Rueil. Et puis donc, sur l'environnement, on a eu aussi quelques réponses. Donc, la proposition, pour systématiser un dialogue direct entre élus et associations devant les citoyens, il faut que les associations sollicitent les élus de façon publique, avec des dossiers étayés, et en ayant le souci d'élargir la réflexion au-delà des frontières de leur groupe. Les élus doivent s'engager à répondre publiquement à ces interpellations. Si je peux insister juste sur 3 points, pas avoir peur de solliciter les élus. Hein. Je crois que ces démarches ont été reçues de façon favorable par les élus ou par les candidats. C'est une façon de reconnaître l'importance de leur rôle, de les aider à avoir une perception plus complète de ce que pensent les citoyens. Alors pourquoi ne pas le faire? Bon, par contre, ça demande du travail, avec des dossiers étayés, mais il me semble qu'il y a nécessité d'apporter une valeur ajoutée, soit par des informations de terrain, par un travail de réflexion. Et puis, avec le souci d'élargir la réflexion au-delà des frontières de notre groupe, bon, c'est sans doute le plus difficile, vous aurez pu le noter dans cette présentation, mais c'est, je crois, une façon directe de créer des ponts qu'il faut rechercher. Voilà, merci de votre attention. Merci Dominique. D'abord, bravo à
l'antenne de Rueil, l'antenne d'Espace Social de Rueil, ce dynamisme et ce lien très concret entre ce que vous vivez et l'action politique locale doit être salué. Et j'aime bien votre proposition. C'est donc une proposition sur laquelle chacun d'entre nous va avoir à s'exprimer. Elle est intéressante parce qu'elle est à la fois méthodologique et très opérationnelle. Donc, merci beaucoup, Dominique. Et je souhaiterais maintenant que nous entendions Denis Vinquier. Denis a de nombreuses casquettes, mais il est entre autres un élu régional dans les Hauts-de-France et il est aussi le responsable des semaines sociales de Lille. Denis, je te donne la parole. Et merci beaucoup. Je voudrais commencer en saluant quelques amis du Nord qui sont très actifs dans la fraternité chaude. Marcel Raymond a parlé tout à l'heure de la fraternité froide, mais il y a un certain nombre d'acteurs dans toutes nos régions. Donc je salue Pascal de Rennes, d'ATD Carmont, d'Antoinette et Régis qui sont engagés dans l'habitat participatif, Gustave de France qui est engagé à Douai dans le CEAS, Henri qui est engagé dans la fabrique du vivre ensemble. J'insiste parce que voilà, on vit cette fraternité-là et je pense que tout ce qu'on se dit depuis ce matin fait écho aux notions de subsidiarité, de proximité et de confiance. Et en écoutant et en arrivant un peu le dernier ce matin, je me dis qu'il y a quelque chose qui peut émerger de nos propositions d'un conseil local des solutions. Je ne sais pas, vous avez peut-être suivi les uns les autres, il y a un certain nombre de maires de grandes villes qui sont allés voir le Premier ministre en début de semaine pour évoquer un conseil national des solutions. Et en écoutant à la fois Stéphane parler du Parlement des dons, Daniel Coef de la maîtrise d'ouvrage sur des projets locaux, l'interpellation directe qu'on vient d'évoquer, et puis un sujet qui me tient à cœur, la généralisation des initiatives citoyennes. Je me dis que voilà, dans nos communes, il y a souvent ces conseils municipaux qui sont un peu érigés en finalement décideurs locaux, mais on voit bien que les temps imposent peut-être de généraliser des conseils locaux qui mettent en avant des solutions. Alors moi, je vais vous parler juste une minute des fonds d'initiative citoyenne, parce que ça fait très écho à ce que Stéphane a évoqué, en sachant que dans ce cas-là, ce sont les communes qui doublent la mise de la région. Et donc, ce n'est pas forcément la commune qui double une mise citoyenne, mais c'est la commune qui double une mise régionale. Et à l'échelle des Hauts-de-France, 6 millions d'habitants, ça concerne la géographie prioritaire de la ville, comme on dit, 800 000 habitants, 200 quartiers. Tout à l'heure, on a évoqué à l'échelle nationale les 1500 quartiers de la géographie prioritaire de la ville, mais c'est 200 dans les Hauts-de-France. Et si on reprend le terme de Marcel Raymond d'archipel, de petits archipels, j'ai envie de dire, par an, on a 3000 projets qui partent comme ça des différents quartiers et des projets qui sont à peu près dotés de 2000 euros. Et je crois que c'est assez signifiant et intéressant à noter. Et si on retient le terme de sédimentation qu'a utilisé hier Cynthia Fleury, en 10 ans, on a donc 30 000 projets qui ont pu émerger comme ça de ces territoires. Et en 30 ans, puisque ce dispositif existe depuis 30 ans, on a 90 000 projets citoyens. Et on l'a vu tout à l'heure avec Madame Jouan, la politique de la ville à Bondeau, on peut aller, vous le savez, vous l'entendez, elle est de fait, elle peut être critiquée, mais en même temps, finalement, qu'est-ce qu'aurait été la politique de la ville? C'est un peu une question que je nous livre à notre réflexion si on n'avait pas eu cette sédimentation de projets citoyens dans nos quartiers depuis 30 ans. Et puis, comme j'observe ce dispositif de très près, je trouve que toutes ces initiatives font écho aux 3 défis qui ont été évoqués hier en fin de journée par nos 3 remarquables intervenants, à la fois la fracture sociale, la fracture numérique et le défi écologique. Voilà, donc je voulais évoquer ces premiers points et je voudrais me focaliser maintenant sur un sujet que j'observe de la fracture économique. Cette forme exceptionnelle initiée par ATD Carmont est maintenant inscrite dans la loi de reprise en main par le tissu local des acteurs de son destin, notamment dans une capacité à redonner du travail à tous. Vous avez entendu parler donc de l'expérimentation en cours territoire zéro chômeur de longue durée à partir d'une dizaine de territoires pilotes et vous savez maintenant que la loi va permettre de poursuivre l'expérimentation avec davantage de sites en France.
Le principe général, c'est l'activation des dépenses passives, donc des personnes qui sont privées d'emploi se retrouvent avec un contrat à durée indéterminée avec une EBE, une entreprise à but d'emploi, sur la base d'un emploi qui part de leurs propres attentes et de leurs propres compétences. Et donc, c'est une petite révolution sans être la réponse magique au problème du chômage en France. Mais pour moi, qui observe cette expérimentation depuis 3 ans, je vois d'abord, une fraternité chaude en œuvre et une mobilisation multipartenariale autour du projet. Deuxièmement, je vois des personnes qui n'avaient jamais travaillé, des jeunes notamment, et d'autres qui ont subi une rupture professionnelle après une longue partie de leur vie à travailler, qui retrouvent confiance, espoir, lien social et relations. Et puis, troisièmement, il y a des possibilités de passerelle entre cette EBE, entreprise à but d'emploi, au départ, et le monde économique, même si ce n'est pas affiché comme une vocation, et ça concerne aujourd'hui moins de 10% des personnes qui suivent ce chemin. Si on regarde les différents chantiers importants qui peuvent être devant nous, il y a celui de la rénovation urbaine. La politique de la ville, c'est aussi la rénovation urbaine. La rénovation d'un habitat dégradé, qui est une réalité bien réelle de notre pays, que ce soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain. Et puis, on le dit tous, l'exigence d'investir dans la rénovation thermique des logements, dont on sait qu'il apporte confort aux familles concernées d'une part, et des économies d'autre part pour ces mêmes familles. Dans l'expérimentation territoire zéro chômeur, il y a un principe qui a été érigé, qui est celui de la non-concurrence, c'est-à-dire que les emplois créés ne doivent pas venir concurrencer des activités existantes. On parle ainsi d'activités émergentes, de combler des besoins complémentaires non pourvus. Le pape François dirait probablement ces tâches nobles qui participent au bien commun. On voit bien que sur ces questions de l'habitat, et c'est là-dessus que je voudrais me focaliser, l'habitat dégradé, il y a des sommes de travaux qui sont à mener par des artisans qui ne peuvent pas toujours prendre en charge ces travaux. Et il y a, nous semble-t-il, donc un gisement dans la mesure où, on recherche une complémentarité entre des personnes qui ont des statuts et des postures différentes. D'un côté, des artisans avec un emploi, de l'autre, des personnes privées d'emploi qui veulent travailler. Deuxièmement, que l'on fasse du principe de non-concurrence un principe souple et non un principe totalement étanche. Et puis, c'est au cœur de notre proposition que l'on travaille un peu à une charte de confiance entre les chambres artisanales, ce qui n'est pas fait à ma connaissance aujourd'hui, chambres artisanales et de métier, et ces entreprises à but d'emploi, afin de consacrer une coopération nouvelle et instaurer des sortes de filières artisanales nouvelles avec les artisans de référence d'un côté, et puis peut-être ce statut à définir d'artisans complémentaires, forme de sous-traitant de l'artisan dans un quartier, bénéficiant, et c'est ça qui nous paraît extrêmement important, du même contrat de confiance que l'artisan. Voilà, je parle de cette proposition parce que je sens qu'elle est importante pour nos territoires. Je peux difficilement aller plus loin puisque c'est de fait une idée. On a vu hier aussi qu'il fallait ne jamais hésiter à jeter large, en allusion au filet. Dans l'engagement, on l'a redit ce matin, il ne faut pas avoir peur non plus d'innover, être utopiste, nous disait Marcel Raymond, essayer de transformer des idées en solutions. Et donc, sur ces questions de l'habitat dégradé, des artisans et des personnes privées d'emploi, il y a certainement des solutions à écrire et des rencontres à organiser. Et donc, une des choses sur lesquelles on va travailler dans les semaines qui viennent, c'est un peu ce rapprochement entre à la fois les services de l'État, on a parlé de l'État tout à l'heure, la chambre régionale des artisans et puis les personnes qui sont impliquées dans le projet Territoire zéro chômeur pour voir s'il est possible de donner corps à cette proposition. Et c'est la raison pour laquelle on avait mis ici en avant que voilà, il y avait là un enjeu dans la rénovation thermique des logements, la création de statuts professionnels nouveaux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet à ce stade. Merci Denis, merci de cette proposition très concrète. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on va être obligé de refaire défiler tout ce que vous avez lu, mais on va quand même prendre 2 minutes pour relire, 3 minutes pour relire les propositions. Les propositions que nous venons de… Voilà. Alors, je vous rappelle la proposition qui a terminé
l'exposé de Stéphane Lunte, le Parlement de don. Ensuite, nous passons à la proposition de Dominique, celle du dialogue entre élus et associations, et la manière dont Dominique insiste pour que ce dialogue, et là on retrouve notre débat tout à l'heure entre le côté parfois bidon de la démocratie participative, la manière dont Dominique nous propose de structurer ce dialogue permettra de dépasser les inconvénients qui avaient été relevés tout à l'heure par Daniel. Cette proposition est donc intéressante. Et puis la troisième, celle de Denis, qui nous oblige à nous poser des questions difficiles, de faire travailler ensemble, et là il s'agit de rénovation thermique, des personnes de statut, de posture, d'objectifs très différents. Ce sujet de la concurrence entre le monde associatif et le monde professionnel n'est pas si simple. Et donc, Denis a dit qu'il conviendrait d'avoir des réflexions souples et un vrai dialogue. Ce n'est pas évident. Et donc, ces trois propositions méritent réflexion. Vous allez avoir à vous prononcer sur ces trois propositions. Et je passe la parole à Bernard, qui va nous rappeler comment est-ce qu'à partir de maintenant, nous fonctionnons. Bernard. Merci Bernard, et merci d'avoir été un acteur essentiel à nos échanges par ta maîtrise de la technicité de ce système de Zoom. Marcel, nous avions pensé utile ensemble de terminer par un mot dans lequel tu nous obliges à nous décaler un petit peu, à revenir vers nous-mêmes. Je te passe la parole. Voilà, je vous ai envoyé, si vous m'entendez bien, oui, le texte que je vais vous lire, enfin que je vous présente. Et donc, c'est un peu plus spirituel et plus personnel. La proposition n'est pas toujours très claire, mais le fait, c'est un appel d'engagement plus personnel. Je voulais simplement répondre également à une question qui est posée dans le chat. Qu'est-ce que c'est le principe de ruissellement? Et nous avons vu aujourd'hui, et bon, on en a parlé, on a traversé différentes échelles d'engagement, depuis le national, même l'international, et puis la commune, l'association. Voilà, on a un atelier qui est plutôt lié au territoire et aux institutions. Et la théorie du ruissellement en économie a fait assez facilement qu'il est plus efficace de partir d'en haut que du niveau le plus élevé. Grosso modo, l'idée est une fontaine de verre à champagne et on verse le champagne vers le haut et puis ça déborde et donc les personnes au plus bas niveau reçoivent une partie du progrès ou du bien-être. Bon, ça a un certain fondement statistique, mais ce que ça oublie, c'est qu'on n'est pas des verres de champagne et que ceux qui sont en haut de l'échelle ont une extraordinaire faculté d'être boulimiques, d'en avoir jamais assez. Par exemple, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est maintenant l'homme le plus riche de tous les temps, possède à peu près 200 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Donc, le ruissellement, c'est valable si les capacités de chacun à garder est limitée et contraint. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est l'inverse, c'est ce qu'on trouve dans Fratelli Tutti, qui, moi, j'appelle le principe de capillarité. Je rappelle qu'au numéro 169, il y a une très belle phrase, que moi j'aime beaucoup. Le pape défend un torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Ces mouvements, ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète. Alors la capillarité, c'est un principe physique qui est bien connu, qui explique pourquoi la sève monte dans un arbre, pourquoi un vêtement devient humide par le bas et puis ça se propage vers le haut. Pour le pape François, c'est une vision très concrète de la société. L'énergie vient d'en bas, du sous-sol. En fait, on en revient toujours à l'évangile. Si on reprend les exercices spirituels de Saint Ignace en tant que jésuite, on peut imaginer la contemplation, le bon Dieu qui contemple le monde et qui se demandait comment il allait faire société avec nous, avec l'humanité. Et étonnamment, son fils qui était envoyé ne s'est pas entouré des puissants pour réaliser le rêve du Père. Il n'a pas pris des armées, comme on aurait pu penser, et certains apôtres le voulaient,
Il a simplement choisi des publicains, des pécheurs. La pierre angulaire est la pierre rejetée. Et donc, c'est pourquoi je peux arriver à cette histoire, enfin, cette demande de l'engagement personnel, sans diminuer l'importance d'un engagement politique, institutionnel, associatif, collectif. On en a vu énormément et c'est très important de s'engager dans la société. Le principe de capillarité, de l'avènement du royaume par les plus petits, nous rappelle à chacun que c'est au niveau le plus bas, le plus simple, le plus incarné que le royaume commence. C'est là que Dieu nous attend. La fraternité universelle où le royaume de Dieu commence par la fraternité de grande proximité. François, et on l'a signalé, parle d'artisanat. Il dit c'est un artisanat accessible à chacun de nous, c'est un artisanat très simple, très concret, c'est un dialogue dans la vie de tous les jours. Et donc, je termine mon petit mot par une sorte d'exercice concret aussi d'artisanat, de travaux pratiques, comme on dit à l'école. C'est assez simple, il est en 4 points. Vous regardez simplement chacun autour de vous, vous vous dites comme Dieu qui contemple, mais c'est quoi mon lieu? Qu'est-ce que c'est mon territoire? Quels sont mes proches? Quels sont mes voisins? Quels sont mes collègues? Qui suis-je et quel est l'endroit où j'ai été envoyé finalement? C'est la première étape de la contemplation, ce sont les données de départ que nous pouvons mettre dans notre mémoire. La deuxième étape, c'est aller beaucoup plus loin, c'est se projeter dans le rêve, c'est avoir cette utopie, c'est avoir ces regards sur la finalité, pourquoi je suis là et quel est mon rêve précis, personnel, à moi de fraternité, quel est mon désir profond qui va me donner de l'énergie. Avec le départ, le point de départ et l'arrivée, le rêve, ben maintenant il faut travailler. Et le travail, c'est ça, la proposition d'engagement personnel, c'est passer à l'artisanat. À partir du point A, il faut chercher, discerner comment je vais arriver au rêve. Et ça, c'est un peu comme discerner un fil dans une pelote de laine. Quel va être le départ, le point de départ par lequel on va commencer à tisser notre toile de la société? Et le critère de discernement qui nous est donné par le principe de capillarité, c'est la pierre exclue, la personne la moins mise en avant, celle qui est dans l'ombre, celle qui est invisible ou plutôt même invisibilisée par la société. C'est un travail d'artisanat et je pourrais même dire c'est un travail d'orfèvre car il faut de très très bons yeux pour voir l'invisible. Alors, on sait que la prière est le moyen de trouver la présence de Dieu parmi les hommes, mais c'est aussi un très bon regard qui dévoile la présence des invisibles autour de nous. Donc, je pense que la prière fait partie de ce travail d'artisanat, cette contemplation du monde invisible. Et puis, dernière étape de l'engagement, du travail pratique, ben, il faut s'engager. Et là, Fratelli Tutti nous le dit de façon très simple. Il faut être artisan du dialogue à la manière de Saint François d'Assise, très incarné avec nos proches de proximité. Ce dialogue, propose le pape, est d'abord un partage de nos rêves de fraternité. Avec l'exclu, avec nos voisins, on rêve ensemble, on construit un bien commun, c'est-à-dire une utopie commune. Et ensemble, on va cheminer pour petit à petit monter les différents échelons et construire une société universelle. Voilà. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire vous fait écho à la suite du Christ et à ce qu'on appelle la kénose. Et je termine par une phrase des Philippiens, de Saint Paul, apôtre aux Philippiens en chapitre 2, qui nous dit simplement, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a relevé. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers.
Voilà ce que je peux vous dire comme appel à l'engagement personnel. Merci. Merci Marcel. Le rappel du rôle de la pierre rejetée, devenue la pierre d'angle, dans un atelier qui s'est consacré à la ville et à sa reconstruction, au territoire et à la manière de leur redonner du lien, ce symbole nous parle fortement. Et j'ai la joie de le dire en présence de notre présidente, Dominique, qui vient de pousser la porte et de nous rejoindre et qui a écouté cette très belle conclusion. Et qui a montré, car on peut aussi lever le pouce dans une salle et pas uniquement sur un écran, son appréciation de ces derniers mots. Merci beaucoup Marcel, c'était vraiment ce retour à une conclusion personnelle dont nous avions besoin. Je voudrais pour terminer d'abord renouveler mes remerciements à Bernard parce que la technique a bien fonctionné, bravo, ou a très largement bien fonctionné, bravo. Remercier chacun des intervenants. Vous avez tous été disponibles pour nos conversations, nos échanges de mails, nos échanges téléphoniques ou nos rencontres pour préparer cet atelier. Merci à chacun d'entre vous. Vous avez tous été exacts, ponctuels, disponibles. Donc, notre atelier, malgré les contraintes de la distance, a bien fonctionné. Je voulais vraiment vous en remercier. Et je vous donne rendez-vous demain à 9 h pour un nouvel élargissement de ces sessions, car nous sommes en train de faire la preuve qu'aux semaines sociales, le mot rencontre a du sens. Merci encore. On peut aller voir l'atelier où nous étions, mais il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'ils font les sons du au revoir, c'est plus diffusé. C'est quoi? C'est pour la façon d'être en atelier. Bon, ben, je sais pas, moi. Hein. Là, il y a tout le monde. Toutes les intervenants. On n'a pas vu Françoise. L'île d'Aquitaine. Alors. Ben, si on quitte le mode plein écran. C'est là, ah non, ça c'était le message.
Merci, Félicie. Oui, ça c'est les passages. Tout le monde dit merci. Hein? Tout le monde dit merci, je veux bien. Non, là, il y en a qui ont peut-être plus participé que nous, j'ai rien, faut pas. Non, non, mais. J'ai déçu, mais quand je voudrais bien retrouver la page où il y a le programme. Oui, Aussi.